François Dorcival, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur notre antenne. Nous vous avons sollicité, et je rappelle que vous êtes un très célèbre journaliste. Vous avez été le directeur, on va dire le président du comité éditorial de Valeurs Actuelles. Vous êtes éditorialiste à Valeurs Actuelles et au Figaro. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes donc particulièrement bien placé pour essayer de nous expliquer un peu cette tension à nouveau entre la France et Israël. Une tension qui a abouti à l'annulation hier de la visite d'Édouard Philippe en Israël. Édouard Philippe qui devait venir ici la semaine prochaine pour inaugurer cette fameuse saison culturelle croisée franco-israélienne et qui a été annulée. Alors on a avancé comme raison officielle un agenda très chargé, mais du côté israélien, je dois dire qu'on ne se fait pas trop d'illusions et que on a tendance à considérer cela comme un véritable prétexte. Après, on va dire les différentes tensions de ces derniers jours liées à l'accord de Vienne, à la fin de l'accord de Vienne, en tout cas le retrait américain de l'accord de Vienne, à l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, et également à ce qui s'est passé à Gaza le 14 mai dernier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, à votre avis, Édouard Philippe a annulé cette visite en Israël? Il ne voulait pas se faire photographier avec Netanyahou? Écoutez, si j'avais été le Premier ministre, j'aurais pris la même décision. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement en France avec une situation intérieure qui est extrêmement bousculée. Je veux dire par là que nous sommes au 22e jour de la grève des cheminots SNCF. Nous avons une manifestation de fonctionnaires tous les 2 jours. Nous avons eu une grève cette semaine même. Nous avons une manifestation de la gauche insoumise samedi. Ça veut dire une situation politique intérieure extraordinairement tendue. Or, le président de la République part pour Saint-Pétersbourg aujourd'hui et notamment pour la journée de demain. Édouard Philippe ouvre une négociation avec les cheminots samedi. Celle-ci est évidemment destinée à sortir de la situation de blocage dans laquelle on se trouve. Et pourquoi dis-je, si j'étais lui, j'aurais pris la même décision? Parce qu'il avait prévu de venir la semaine prochaine en Israël. Il a pris donc des délais pour informer nos amis israéliens qui ne pourraient pas être là. Les affaires d'agenda, en ce moment, en France, c'est du vrai, c'est pas un prétexte, c'est pas la grippe diplomatique. Et donc, c'est vrai parce que il ne sait pas quand la négociation va se poursuivre et éventuellement s'achever sur un compromis. Je vous rappelle qu'elle est liée à une discussion qui se passe également au syndicat. Et ça, c'est la mission principale du Premier ministre. Oui. J'ajoute enfin que nous sommes à 50 ans des événements de mai 1968. Or, en mai 1968, on se rappelle que le général de Gaulle était parti en voyage en Roumanie et le Premier ministre en Afghanistan. Et tout ça se ligue pour donner, si vous voulez, à la situation des choix où le Premier ministre se dit si jamais il arrive quoi que ce soit, ça va être épouvantable parce que je ne serai pas sur place. La politique étrangère, la politique diplomatique, ça n'est pas lui, c'est le président de la République. Alors on en est tout à fait conscient et c'est probablement la raison pour laquelle Binyamin Netanyahou, lui, n'a pas réagi ou riposté en annulant sa visite prévue à Paris au début du mois de juin. Parce que effectivement, pour Binyamin Netanyahou, le véritable interlocuteur, si on peut dire, ce n'est pas Édouard Philippe, ce n'est pas son homologue, mais c'est plutôt Emmanuel Macron lorsqu'il s'agit de relations diplomatiques. Mais tout de même, on n'a peut-être pas pensé aussi à cette interprétation qui pourrait
pourrait être faite de cette annulation en France dans les milieux diplomatiques? On n'a pas prévenu Édouard Philippe que, d'ailleurs, peut-être il aurait pu réduire sa visite à une rapide journée pour faire l'inauguration de cette saison et puis repartir tout de suite. Parce que ici, vous savez, la France n'a pas toujours très bonne presse en Israël, et surtout pas dans le contexte actuel dans lequel on est, on va dire, on est ébloui en Israël par ce qui se passe aux États-Unis, par les décisions de Donald Trump, cette décision de déchirer l'accord de Vienne, sa décision de transférer l'ambassade, d'inaugurer cette ambassade à Jérusalem, et cela contraste totalement avec le positionnement de la France dans tous ces domaines, dans tous ces sujets. Alors, oui, tout à fait, ça contraste énormément. Mais vous avez noté également que lorsque les Occidentaux, c'est-à-dire les Américains, les Anglais, les Français, ont frappé les objectifs qu'ils avaient fixés en Syrie, plus d'une centaine de missiles ont été tirés le mois dernier. Cela a compliqué énormément la situation des Occidentaux avec la Russie, puisque la Russie est l'allié de Bachar el-Assad. Il n'empêche que la Russie n'a pas annulé la visite d'Emmanuel Macron à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Oui. Je précise d'ailleurs que Emmanuel Macron lui-même avait prévu une visite à Moscou et à Saint-Pétersbourg et qu'il a sauté l'escale de Moscou pour aller directement à Saint-Pétersbourg parce que lui aussi ne veut pas être trop longtemps en dehors du territoire. Alors c'est vrai que nous avons une situation au Proche-Orient qui s'est récemment compliquée, mais c'est, je dirais, relativement habituel. La position de la France à l'égard d'Israël n'a pas changé dans quoi que ce soit en ce moment. La position de la France a été exprimée avec beaucoup de retenue lorsque le Hamas a, hélas, joué à la provocation le 14 mai dernier d'une manière épouvantable. La France, c'est vrai, a fait une déclaration. Mais alors justement, était prudente. Alors vous la considérez comme prudente, mais je dois vous avouer qu'en Israël, on a très mal compris, hein, et Benyamin Netanyahou l'a bien résumé. Il a dit on peut pas d'un côté vouloir garantir la sécurité de l'État d'Israël et de l'autre côté priver Israël du droit élémentaire de la légitime défense. Et on n'a pas véritablement compris, c'est-à-dire d'une part la précipitation, les termes d'odieux, etc., utilisés par Emmanuel Macron envers les actions israéliennes. C'est-à-dire, on a l'impression que quelque part, la France ne prend pas soin de vérifier la réalité sur le terrain et réagit, on va dire, instinctivement, émotionnellement. Vous le comprenez ? Oui, tout à fait. Je comprends très très bien votre remarque, ce que vous dites. Comme d'habitude, c'est évident que vous réagissez, c'est naturel, en fonction des éléments qui sont sur place. La France, elle réagit en fonction des réactions internationales occidentales, non américaines, mais de celles des Anglais, des Européens, etc. Et ce jour-là, c'était ça la réaction. Est-ce que ça a modifié sur le fond le comportement des Français à l'égard d'Israël? Ma réponse est non. Et donc, ce qui est en train de s'ouvrir, c'est-à-dire les pourparlers entre la France et la Russie, vont permettre justement de poursuivre un dialogue qui doit conduire la France à retrouver un rôle au Proche-Orient. Pourquoi retrouver un rôle? Parce qu'elle en avait été quasiment expulsée sous le quinquennat précédent et que toutes les démarches d'Emmanuel Macron depuis qu'il est là consistent effectivement, d'abord, à voir aussi souvent que possible Benjamin Netanyahou à Paris ou ailleurs, et ensuite à examiner la situation avec chacun des interlocuteurs, les Syriens pas encore, mais avec les Saoudiens, mais avec les Russes et naturellement avec les Américains. Donc il faut bien voir que la qualité de la relation qui a été mise en place
avec les États-Unis est une nouveauté complète. Et malgré, effectivement, des points de vue divergents sur l'Iran, il ne faut pas oublier qu'en Iran, vous avez des accords, des contrats qui ont été passés par un grand nombre de sociétés européennes et qui sont évidemment en jeu. Et donc aujourd'hui, cela aussi fait partie de ce qui permet ou pas telle ou telle réaction. Je voudrais avec vous, François d'Orcival, prendre un petit peu de recul, s'il vous plaît, et profiter de votre expérience et de votre connaissance de ce terrain et diplomatique, et on va dire même peut-être, même plus historique. En Israël, on a souvent du mal à comprendre le positionnement de l'Europe et de la France en particulier, et c'est encore plus visible, palpable ces dernières semaines par rapport au soutien massif que l'on reçoit de la part des États-Unis, on va dire de la part de ce mouvement qui porte Donald Trump, des évangélistes américains. On a le sentiment que quelque part il y a dans le vieux continent, et j'utilise de manière délibérée ce terme, un positionnement atrophié, vieilli, qui ne parvient pas à se libérer, on va dire, de certains poncifs, avec quelques relents, on va dire, d'antisémitisme envers Israël, et que finalement les Israéliens et indirectement les Juifs sont toujours les coupables lorsque on est dans un conflit comme celui des Palestiniens. Eh bien, les Palestiniens sont toujours les victimes, les Israéliens sont toujours les bourreaux, et on ne sait pas voir, ou alors on ne veut pas voir une réalité qui est toujours plus complexe. Alors, je dirais que, d'abord, oui à vos remarques, à vos observations, qui, en effet, ne sont pas nouvelles et expriment le fond des attitudes européennes. Ce que moi, j'ai le sentiment de constater aujourd'hui, c'est que tout ceci est en train de bouger. Pourquoi ça bouge? Ça bouge d'abord parce que le théâtre moyen-oriental bouge lui-même. L'affaire de la Syrie n'est plus la même, et les revendications de l'Iran de même. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Europe n'existe plus diplomatiquement. Oui. Tout simplement parce que la puissance européenne, quand elle existe, c'est franco-allemand, éventuellement italien, etc. C'est-à-dire qu'il y a un bloc, et ce bloc adopte une politique étrangère qui est répétée par chacun. Aujourd'hui, cette Europe est totalement ébranlée par ses propres affaires. C'est quoi ces propres affaires? C'est le choc de la crise migratoire. Ceci a tout bouleversé. Vous avez vu les élections qui se sont succédées depuis 3 ans dans toute l'Europe où elles avaient lieu, et ceci non seulement en Europe centrale, en Europe orientale, mais également en Europe occidentale. Je parle de l'Italie et de la France. Il y a un an quand même, Marine Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, vous avez en Italie la formation d'une coalition entre extrême droite, extrême gauche au gouvernement, et celle-ci va gouverner. Ça veut dire quoi? Et je signale que le nouveau gouvernement italien est favorable à la fin des sanctions avec la Russie, ce qui est une position complètement différente de celle de la position prise par les autorités européennes de Bruxelles ou l'Allemagne, par exemple. Eh bien, de la même manière, la chancelière allemande a été obligée de reconnaître que la vague migratoire à laquelle elle avait tellement ouvert les bras s'est traduite par l'arrivée sur son territoire avec cette vague migratoire par une culture d'antisémitisme qui n'existait pas en Allemagne. Donc cet antisémitisme, il est complètement en train de changer de nature. Et ce changement de nature induit des changements de position et des uns et des autres. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ajoute enfin que oui, vous avez aujourd'hui un soutien des États-Unis qui est puissant,
Mais rappelez-vous, il y a 2 ans, oui. vous ne l'aviez pas parce que c'était Obama. Les choses changent, bougent. Et tout ça, ce sont des mouvements qui se font évidemment aussi sentir en Europe. Alors, il y a tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Je vous assure que le Parlement européen, qui a tellement voté de résolutions anti-israéliennes, le Parlement européen qui sera renouvelé l'année prochaine, nous verrons ce que seront ces positions. Elles seront très certainement différentes du passé. Vous dites que l'Europe change, mais effectivement... L'Europe change et elle est faible. Aujourd'hui, elle est faible, oui. Elle est fracturée. Il n'y a aucun leader qui puisse prendre le leadership de l'Europe. Seul Emmanuel Macron a cette chance de pouvoir obtenir ce rôle. Madame Merkel est affaiblie par ses propres élections. Elle a constitué un gouvernement. Il lui a fallu 5 mois pour le faire. Ce gouvernement n'est pas fort et elle n'est pas en mesure de prendre des positions fortes. Madame May, le Premier ministre britannique, est en cours de négociation avec l'Europe et rien n'est encore fini, donc elle n'a aucune influence sur le plan diplomatique. Il n'empêche que, bon, dans l'affaire des frappes, ils ont frappé avec les Américains et les Français. Mais est-ce que cette Europe est faible oui. de manière ponctuelle parce qu'il y a une conjoncture politique qui pousse sa faiblesse, ou alors elle est faible, on va dire, historiquement? Parce que en Israël, lorsque l'on voit, par exemple, la politique, lorsque l'on voit Donald Trump dire au Proche-Orient, il n'y a qu'une solution, la force et encore la force, et que l'on voit d'un autre côté les pays européens tenter de pactiser, de poursuivre tant bien que mal cet accord de Vienne avec les Iraniens, tout en sachant que les Iraniens sont en train de les duper depuis le début. Et on fait tout le temps des associations. Alors on associe cela à la faiblesse de l'Europe au moment de Munich. On rapproche, vous comprenez, on a l'impression que l'Europe d'aujourd'hui, en particulier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, considère que tout vaut mieux qu'une guerre, quelle qu'elle soit, et que même courber les chines face à un régime dictatorial comme celui des ayatollahs, eh bien, est préférable à un risque quelconque d'un conflit. Vous comprenez comment les Israéliens, ou en tout cas beaucoup d'Israéliens réagissent à ce sujet-là? Non, mais ça je comprends très très bien la réaction de l'opinion israélienne, ça je la comprends très très bien. Est-ce qu'elle est exacte ou... Non, mais bien sûr qu'elle traduit un sentiment que je comprends, évidemment. Et elle réagit à des prises de position. Il faut, encore une fois, ne pas négliger ni la crise migratoire, ni les conséquences que cela a à l'intérieur de chacun des pays, où les manifestations, quand elles se déclenchent, comportent elles aussi une teinture pro-palestinienne évidente. Donc tout ça joue, mais mon sentiment à moi, c'est que contrairement à il y a relativement peu de temps, je dirais que Israël retrouve une influence, notamment en France, qui avait été perdue, je dirais, sous le quinquennat précédent et en particulier sous aussi la présidence Obama. Les choses sont sensibles souvent en même temps. Pourquoi? Parce que vous pensez de toute évidence, si vous voulez. Parce qu'il y a des défis communs en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Oui, et puis on ne peut pas négliger les prises de position américaines. Et donc, c'est évident que tout ça joue. Tous ces dossiers vont être examinés au cours des conversations de Saint-Pétersbourg entre Macron et Poutine, après celles qui ont eu lieu avec Trump, évidemment. Mais, encore une fois, Benjamin Netanyahu sera là le 5 juin pour le 70e anniversaire d'Israël, et naturellement, Macron sera là aussi. Et voilà, si c'était pas le cas, eh bien, les deux hommes ne s'appelleraient pas aussi souvent.
Eh bien, François d'Orcival, merci beaucoup. C'était passionnant toujours de discuter avec vous et d'avoir votre appréciation sur comment les choses sont vues de Paris. Et vous le voyez bien, on ne les perçoit pas de la même manière à Jérusalem et à Paris, mais c'est important de nous recadrer aussi grâce à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur notre antenne et bonne journée. Merci, bonne journée à vous, à bientôt. À bientôt.